Bonjour à ceux qu'on n'a pas, j'ai pas encore pu saluer. Merci d'être là. Il y a les collègues qui vont aussi arriver, qui travaillent du matin et qui débauchent à 14h10, qui vont arriver après pour venir aussi discuter. Le topo sur l'hôpital de Chinon, c'est qu'au mois de mars dernier, on a eu la direction qui nous a mis des réductions d'effectifs, à savoir en psychiatrie. Et dans le même temps, on avait les contrôleurs de liberté qui sont passés et qui ont émis un rapport élogieux, chose qu'ils n'ont jamais fait. En l'occurrence, c'était plutôt des rapports d'ordre recommandation. Et en l'occurrence, là, c'était pas touche à la psy, quoi. Chose que la direction fait quand même, au-delà des recommandations. Qui a commencé à mettre le feu à l'hôpital de Chinon, qui a été suivi après par des annonces de réduction d'effectifs en EHPAD, en gériatrie, en USLD, à l'EHPAD et en médecine. En fait, aujourd'hui, tous les services, partout, dans tous les services de l'hôpital de Chinon, on supprime des postes. Donc là où est-ce que les collègues étaient 5, ils vont finir à 4 pour le même nombre de patients. Donc qui va donner encore moins de temps aux patients, moins de temps pour les prises en charge. Chose que déjà, avant ça, on demandait déjà plus d'effectifs, et là, en l'occurrence, on va en avoir encore en moins. Tout ça pour réduire le déficit. Le déficit de l'hôpital, il est de 9 millions sur un budget de 54 millions. Donc, tu disais, qu'est-ce qu'on ferait si on était débuté? En fait, on fonctionnerait différemment, c'est-à-dire qu'on donnerait ce qu'il faut pour tourner, et non plus on donne l'argent et après vous mettez les effectifs. C'est d'abord les moyens qu'il faut mettre en face aux besoins et non pas l'inverse. En l'occurrence, là, on voit bien que vous avez le temps pour fonctionner avec la T2A, l'ONDAM, qui fait que. C'est quoi? Explique-nous ce que c'est la T2A et l'ONDAM. La T2A et l'ONDAM, l'ONDAM, Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie. C'est des budgets qui sont alloués tous les ans, qui sont votés à l'Assemblée nationale et tout ça, où par exemple, on va nous dire, mais si on a augmenté le budget de l'ONDAM, on l'a augmenté de 2%. J'ai des chiffres bidons. Hein. On l'a augmenté de 2%, qui représente tant de milliards. Sauf que pour ne rien toucher, pour que ça reste le même service, il faudrait augmenter de 4%. C'est-à-dire que le delta fait que c'est des économies à faire. Donc c'est ça qui est grave. En fait, il faut donner les moyens aux hôpitaux de remplir leur mission. Nous, notre mission, c'est de soigner un bassin de population de 85 000 habitants. C'est le nombre de patients qu'on a à notre charge. Donc, il faut tant de soignants pour avoir, pour assurer une qualité de soins dans le bassin du Chinonnais, pour avoir un service d'urgence, pour avoir un service de maternité, pour avoir un service de psychiatrie, etc., etc. Il faut tout ça. Et pour pouvoir fonctionner tout ça, il faut tant d'argent. Voilà. Donc, c'est ce système qu'il faut revoir. C'est déjà le système financier, parce que chaque hôpital connaît ses besoins. On a assez alerté les uns les autres en intersyndical, etc., sur les manques et sur les risques. Si la direction n'avait pas ce déficit, peut-être qu'il pourrait nous allouer nos demandes. Donc, en l'occurrence, c'est pas nous qui écoutent, ça va être leur supérieur, ça va être l'ARS, du fait des finances. Donc voilà. Sur le secteur psychiatrique, il y a eu ces contrôleurs de liberté qui sont passés, mais alléluia, quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont tombés à pic, quoi. Donc je vais laisser Jean-Luc en parler, à la rigueur de la psychiatrie. Et toi, Jean-Luc, ça fait combien de temps du coup que tu travailles aussi ici? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les évolutions, comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis le temps que tu bosses là? Alors oui, il y a des choses qui ont changé. Je travaille ici depuis les années 80. Donc ça fait un petit moment que je vois les choses bouger. Pour les plus anciens de Chinon, je rappelle qu'à une époque ici, la psychiatrie, c'était l'hôpital de Saint-Benoît, qu'on appelait communément l'hôpital des fous, qui avait une réputation absolument exécrable. Et en 35-40 ans, je l'ai vu devenir le modèle exemplaire cité par la Commission des libertés. Donc ça dit quand même qu'on n'est pas resté les mains dans les poches. Et pour une fois, on avait une reconnaissance à un niveau, je sais pas, c'était quand même pas rien.
C'était même assez important. Ça aurait dû faire plaisir à tout le monde, y compris à notre direction. Et là, je dois dire que depuis, on est un peu dans l'incompréhension. On nous cite en exemple, on nous dit qu'on va servir d'exemple pour toute la France, qu'on va nous envoyer des stagiaires de tous les hôpitaux pour qu'on puisse leur montrer comment faire. Et la réponse de notre direction, c'est vous allez faire la même chose en étant moins nombreux et avec moins de moyens. Donc voilà, démerdez-vous avec ça. Ok. Et toi, Dimitri, du coup, donc toi, tu es infirmier extra hospitalier en psychiatrie. Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi ça consiste exactement, mais également, est-ce que toi, tu observes des manques, des carences dans l'hôpital public ou à ton niveau un petit peu moins? Alors, des manques, des carences, oui, en psychiatrie, mais aussi dans d'autres services. Ma compagne travaille aux urgences de Chinon, qui ont été fermées récemment pour burn-out généralisé du personnel. À mon niveau, en psychiatrie, j'ai eu la chance d'arriver en 2017 sur Chinon. Je pense qu'on était dans les années fastes de la psychiatrie de Chinon, avec des médecins en nombre, des infirmiers en nombre, avec tout ce qui était activité qu'on pouvait proposer aux patients pour abaisser un peu l'anxiété dont ils étaient atteints. Donc là, c'était top, quoi. Psychiatrie humaniste, des gens qui parlent, des humains qui parlent à des humains. Pour moi, c'est le principe principal de la psychiatrie. Hein. C'est comme ça qu'on fournit les meilleurs soins, je pense. Et ça a vite changé. Hein. En 2 ans, ouais. En 2 ans, c'est parti en vrille. Ouais. Enfin, même sur les 6 derniers mois, ouais. Effectivement, on a eu la joie de la visite des contrôleurs des libertés, qui, je pense, a fait plaisir à beaucoup de personnel. Hein. On s'est dit, on bosse bien, très bien. Les anciens nous ont appris à bien travailler. Et puis voilà, là, ça se barre en vrille. Hein. Surtout sur les services. Ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Ouais. Tu veux dire dans les soins Le fait que ça parte en vrille, concrètement. En fait, si tu reçois des patients en crise, le mieux, comme je t'expliquais tout à l'heure, nous avions un vieux psychiatre qui ne permettait pas qu'on ferme les portes. Le rempart du service, en fait, c'était le contact humain. Donc on allait voir les gens, on discutait, on arrivait à apaiser les gens comme ça. Enfin, pas que ça, évidemment, les médicaments, tout ce qui va autour, mais ça y participait beaucoup. Et tout ce principe humain est en train de disparaître au profit de protocoles, de fermeture de portes, de chambres d'isolement, on n'en est pas encore là, mais ça va pas tarder, hein, je pense. Puisqu'à mon avis, on va pas soigner que les patients de Chinon dans le futur, avec le GHT, qui veut dire déjà, allez, je me rappelle plus. Groupement hospitalier de territoire. Donc on va prochainement être lié à Tours, à Loches. On accueillera, je pense, des patients de là-bas. Donc je pense que les soins seront dégradés. De toute façon, tout ce qu'on entend en ce moment, que ce soit dans les informations, les soins sont dégradés de partout. Okay. Soins dégradés, hôpital dégradé. Alors moi, c'est pas pour ça que je me suis engagé en tant qu'infirmier. Hein. Enfin, je parle d'engagé. C'est limite militaire maintenant. Ouais. C'est pas pour ça que j'ai fait ce boulot-là, mais bon, après, on va y travailler, et puis on espère que ça se passera pas comme ça. Après, moi, j'ai du mal à comprendre parce que, François, toi, tu disais que les urgences avaient fermé, et en même temps, le ministre de la Santé, il a dit que les urgences n'avaient pas fermé. Je dois croire qui, moi? Dommage qu'on n'ait pas de collègues des urgences ici présents, ouais. Peut-être qu'ils arriveront, ouais. Les urgences de Chinon-Cyr ont été fermées, comment te dire, il y avait encore le SMUR qui tournait, mais les patients n'étaient pas accueillis. En fait, ils devaient appeler le 15 et il y avait une autre façon de les soigner. Les gens étaient soignés. Ils accueillaient que vraiment les urgences vitales. 32 personnels aux urgences, 31 en arrêt. Ça a duré 15 jours. Ils sont revenus petit à petit, mais avec un mois. Donc avec une incidence sur la maternité, sur les soins, quoi. Les soins offerts à la population chinonnaise et aux alentours. Okay. Et Alexandre aussi, tu as parlé tout à l'heure d'un moment d'un burn-out généralisé.
c'était quoi? C'était 95% Oui, des soignants qui étaient absents. Et alors, ça tombe comment un hôpital à 5%? Et c'était quoi la réaction, la réaction de la direction, par exemple, et même de l'ARS, et quels sont les liens avec eux, justement? Les liens avec l'ARS, oula. Ou la direction? La direction, bah, les mêmes qu'avec l'ARS, hein, assez houleux, hein, dans le sens où est-ce que on est écouté mais pas entendu. Du coup, si on en est là, c'est parce qu'en fait, on a, comme je te disais tout à l'heure, un déficit de 10 millions qui fait que notre direction ne résout pas tous les problèmes de notre hôpital. À savoir que, par exemple, aux urgences, il faudrait la présence minimum, 24 heures sur 24, de 3 infirmiers afin d'assurer le SMUR, le bloc opératoire et l'HTCD, l'hospitalisation de courte durée, qui est un service qui colle les urgences. Donc, en fait, effectif qu'on n'a pas. Et donc, de rajouter des effectifs rajouterait des dépenses supplémentaires. Donc, du coup, notre direction forcément opposée à ça, et l'ARS de la même façon. L'ARS, on était la voir le 29 juin. Ils ont bien tout entendu, toutes nos difficultés, mais n'ont pas sorti le chéquier. Donc, tant qu'on ne résout pas le problème du déficit des hôpitaux, on n'aura pas les moyens en face. Et sans les moyens, du coup, c'est les collègues qui tombent comme des mouches parce que ils sont fatigués de faire un service de qualité moindre, fatigués de pas pouvoir aller jusqu'au bout de la prise en charge des patients, fatigués de voir que leurs congés annuels sont refusés, marre d'entendre parler de la raison de service. Pour raison de service, on te fait revenir sur tes congés annuels. Pour raison de service, on te fait bosser d'après-midi alors que tu étais censé bosser du matin. Pour raison de service, on te casse du matin au soir toute l'année et qui fait fuir les patients, les collègues. Donc les patients aussi, tu vas me dire. Mais ouais, mais du coup, en fait, toute cette raison de service fait fuir les collègues. J'ai jamais vu autant de demandes de dispo, de démission, de dire ah non je travaillerai pas à l'hôpital, c'est bon quoi. Enfin, il y a des sorties d'école où est-ce qu'ils se refusent de travailler dans des conditions pareilles. Pourtant, ils ont fait leur formation, ils sont passés ici, mais on les a déjà cramés avant même qu'ils puissent prendre leur service. Donc, sans améliorer les conditions de travail, nous n'améliorons pas les prises en charge, nous n'améliorons pas l'état de santé de l'hôpital. Pour qu'un soignant soigne, il faut que lui-même soit aussi en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut des congés annuels, il faut être payé correctement et il faut être considéré. Donc à partir de tout ça, le constat il est simple. Voilà, de toute façon, tout est une question de budget. Donc mettons les moyens financiers en face des besoins. Comme on dit ici, hôpital sans moyens n'est que ruine de votre santé. C'est une petite formule de Rabelais transformée. Qui est affiché juste là-bas. C'est ça. Sur justement, enfin, moi je trouve qu'un des cas atypiques qu'on a ici, c'est que dans tous les autres hôpitaux où on va d'habitude, il n'y a pas de plan de réduction. Enfin, si, il y a évidemment des plans de réduction des budgets, mais c'est pas souvent ce qui transparaît. Souvent, les lits sont fermés, par exemple, parce qu'il y a plus de soignants pour s'occuper des lits. Et là, ici, c'est vrai que le sentiment qu'on a, peut-être que je me trompe, mais c'est que finalement, ça pourrait éventuellement bien se passer, mais que le problème, c'est qu'il y a encore ce plan de restructuration qui est au-dessus de votre tête, quoi. Alors, je me plante. Depuis 2019, sur tous les EPRD, les étapes provisionnelles des dépenses et des recettes de l'établissement, on n'a que des restrictions de budgétaires avec du coup des postes supprimés. Y compris même en 2020, même en 2020, en pleine crise sanitaire, notre direction a supprimé le SIX infirmier. Le SIX infirmier qui est ni plus ni moins que des infirmiers qui vont remplacer au pied levé les autres collègues qui vont être en arrêt. Donc, depuis qu'il y a eu la suppression de ces deux collègues qui, du coup, ont quitté l'établissement dégoûtés par ces restrictions, ont amené les autres collègues qui travaillent affectés dans des services à remplacer au pied levé des collègues dans d'autres services où est-ce qu'ils sont pas formés. Donc, on crée un mal-être du soignant, un stress et un risque de prise en charge derrière. Donc, voilà, c'est à cause de toutes ces restrictions budgétaires. Donc en fait, on en est là parce que tout le monde nous ment. Notre directrice des soins, que je tairai son nom parce que sinon je vais me faire allumer. On peut retrouver des vidéos où est-ce qu'à Braune, la qualité de vie au travail, la qualité de prise en charge, la QVT comme on appelle et tout. Et en l'occurrence ici dans notre établissement a fait tout le contraire. Donc
déjà notre direction de proximité, de notre direction ici nous ment, tout comme le ministre de la Santé quand il fait une réponse au contrôleur des libertés en laissant du coup pas l'actuel mais celui qui est Véran qui était avant. Quand au mois d'avril, il répond au contrôleur des libertés en disant que on peut réduire le nombre de postes en psychiatrie, ça ne touchera rien. Donc lui aussi ment. Et de la même façon, Macron en mars 2020 a dit qu'il y aurait plus de restrictions budgétaires dans les hôpitaux. Voilà où est-ce qu'on en est tous. De toute façon, les responsables, c'est pas que non plus Macron. Hein, ça fait déjà des années que ça dure. Macron, Buzyn, Bachelot, Touraine, voilà, tout le monde a une grosse part de responsabilité sur l'état actuel du système santé français, qui sinon paye sa part. Bah, moi là-dessus, je suis assez d'accord, hein, mais pour un commentaire, souvent c'est vrai qu'on dit, effectivement, c'est pas de la faute que de Macron dans le sens où c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans. Maintenant, je pense qu'il faut. J'ai peur des fois quand on dit ça que lui il se cache derrière c'est pas ma faute, c'était avant. Alors qu'en vérité, il y a quand même eu un. Enfin, lui, il accompagne. Sauf que lui a dit quand même au mois de mars 2020, il y aurait plus de restrictions dans les hôpitaux. En l'occurrence, à Chinon, il y a eu que de ça depuis. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, que des restrictions budgétaires. Aujourd'hui, les collègues ont de plus en plus de mal à avoir leur congé annuel. En 2019, on avait 75 mensualités de remplacement d'été, ce qui permettait de pouvoir avoir des congés, etc. Donc c'était des remplacements, etc. Et aujourd'hui, cette année, on en a plus que 26. Ben là, aujourd'hui, on demande aux collègues de supprimer des congés, de revenir sur leur repos, et voilà. Ok. Dimitri, toi, si t'avais été élu député, ou si tu devenais député, c'est quoi la première loi que tu proposerais à l'Assemblée nationale? Imagine que tu as la majorité et qu'elle peut passer. À propos de l'hôpital? Plutôt, oui. Plutôt, ouais. Ah, d'accord, oui. Si c'est pour supprimer le permis à points, les trucs comme ça, j'avoue que ça nous intéresse moins aujourd'hui. On va se recentrer sur l'hôpital, alors. Déjà, premièrement, je pense qu'il faut faire rester les personnels soignants, médicaux, paramédicaux. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des lits fermés dans les hôpitaux par manque de personnel. Alors, on fait comment? Eh ben déjà, comment? Grande question. Alors, la qualité de vie au travail. Si on est dans l'urgence, comment te dire? Tu vas rester parce qu'on va te payer plus. Enfin, dans l'urgence, je pense sur 2-3 ans, faut faire rester les gens comme ça, quoi. Et le temps de former d'autres personnes. Je vois pas comment on peut créer des meilleures conditions de travail en 2 ans. Ça va demander très longtemps, en fait. Ça va être, ne serait-ce que pour former des infirmiers, des aides-soignants, des médecins. Je te parle pas des médecins, il y en a au moins pour 10 ans. Donc, ça va pas se transformer comme ça en 2-3 ans. Donc, faut essayer de faire rester les gens. Par quel moyen? Je te cite celui-là. Il y a sûrement d'autres, hein. Peut-être repousser la retraite à 70 ans, Jean-Luc, non? On va faire rester les vieux. Colle-le là, ton micro. Ouais, les 2 micros. Allez, ça va aller comme ça. Non, je pense qu'on n'en est même plus à faire en sorte que les gens restent. On en est au point où il faudrait que les gens viennent. La difficulté qui est mise en avant aussi par notre direction, c'est qu'il n'y a pas de recrutement possible. Sauf que personne ne se demande pourquoi il n'y a pas de recrutement possible. Tous les jeunes qui sont censés venir nous remplacer ne viennent pas. Et pourquoi ils viennent pas? C'est pas uniquement une question d'argent, même si on va pas non plus cracher dans la soupe, hein. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de venir dans le bordel que c'est devenu l'hôpital. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Je crois que le problème se pose aussi dans le reste de la fonction publique. Il n'y a qu'à voir les difficultés qu'ils ont dans l'éducation nationale et ailleurs. Il y a une fuite, mais alors on nous fuit. On nous fuit. Et je ne sais pas ce que ça va devenir. Après, si l'idée de Monsieur Macron et consorts, c'est un jour ou l'autre de refiler le tout au privé, il ferait mieux de le dire maintenant et tout de suite. Et puis qu'on sorte la carte bleue au lieu de la carte verte. Et puis tant pis pour ceux qui n'ont pas de pognon. Je sais pas où ils iront. En Roumanie, il paraît que c'est moins cher. Les collègues qui partent, ils vont où? Ils vont dans le privé? Ils vont dans le privé, dans le ou... libéral, ils changent de boulot. Je crois qu'on n'a jamais vu autant de gens partir. Et non seulement on n'a jamais vu autant de gens partir, mais c'est ce que je disais, on n'en a jamais vu aussi peu arriver en remplacement. Donc il y a un problème quand même là. Tout le monde. Oui, je sais bien que c'est général. Mais il serait temps de se poser la question du pourquoi.
et de ce qu'on peut faire. Parce que ça, on se la pose pas. Alors on fait quoi? Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Il faut rendre le boulot attractif, et il n'y a pas 50 000 façons de le rendre attractif. Hein. C'est de donner du temps aux gens pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Les autres services, je peux pas en parler plus que ça, mais je pense que le problème est le même. Mais en psychiatrie, le maître mot, c'est du temps. On peut pas, si on passe pas de temps avec les patients, ils iront jamais mieux. Et là, on nous en laisse de moins en moins. Les protocoles, c'est 6-7 jours de SPI en cas de crise, et après, dehors, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas possible. C'est pas possible. Juste avant de terminer, Alexandre, je vais revenir sur une question. En fait, un des points, ça peut paraître un peu technique, et c'est pour ça que j'aurais aimé que tu déblayes là-dessus. En fait, il y a des suppressions de postes équivalents temps plein d'infirmières qui vont être remplacés par des ASH. Est-ce que tu peux expliquer un peu les conséquences que ça a, ce genre de choses? Parce que vu comme ça, tu pourrais te dire, c'est pas grave, on remplace les infirmières par les ASH. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? ce sera par des aides-soignants, de coup. Aides-soignants, oui, pas Voilà. aides-soignants, pardon. En l'occurrence, c'est pas forcément pareil parce qu'on n'a pas la même connaissance, la même, comment dire, le même diplôme, dans le sens où est-ce que un infirmier va approfondir ses connaissances sur toutes les pathologies psychiatriques. Donc va avoir des signes qui vont alerter, et l'infirmier pourra alerter plus précocement le psychiatre. Donc ça c'est dans comment dire, la perception. Et puis après, derrière, tu as l'infirmier qui pourra aussi administrer des médicaments, chose que l'aide-soignant ni l'ASH d'ailleurs peut donner. Donc ça va surcharger l'infirmier, et l'aide-soignant fera d'autres choses, et du coup ça sera plus aussi facile les prises en charge. Alors que je crois que le fonctionnement aujourd'hui, c'était, du coup, il y avait tant d'infirmiers et chacun avait un certain nombre de patients. Donc, en l'occurrence, si tu réduis avec des aides-soignants, ça fera que tous les infirmiers, du coup, auront tous les patients en charge avec des aides-soignants derrière. Enfin, ça va amoindrir la qualité. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'à l'Assemblée nationale, qu'on nous entende et qu'on vote correctement et qu'on nous donne les moyens. Voilà ce que j'attends de demain, en tout cas. Donc, dernier mot, est-ce qu'il y a des rendez-vous à la rentrée, ou est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Je demanderai aussi tout à l'heure aux collègues de la CGT, mais alors est-ce qu'il y a des choses qui se préparent à la rentrée? Oui, il y a pour mobiliser un peu il y a des dates, les soignants et les gens aussi. Tout à l'heure, tu disais il y avait une manifestation, il n'y en a pas eu qu'une. Hein. Ouais. On en a eu 4. Ah, okay. Le 7 avril, le 19 avril, le 16 mai et le 4 juin, ça fait 5, avec le 4 juin et le 16 juin. Okay. Donc on en a eu j'irais bien 5 voire 6. Et à la rentrée, il y a des dates de la CGT, il y a des dates aussi qui volent un peu de partout. Après, c'est vrai que le problème aussi, c'est qu'on a nos élections aussi professionnelles à la fin de l'année qui empiètent un peu aussi sur l'état de convergence. Mais bon, ça, on fait abstraction ici. Ok. Bon, merci beaucoup, vous trois. Merci à toi. Si ça vous va, je passe ensuite à Sabine et, que je ne me trompe pas dans les prénoms. Et Sophie, voilà, désolé, fallait que ça arrive. Tu colles le micro comme ça là. Tu le colles comme ça. Tu le colles là comme ça. Tu le prends comme ça, ce micro pour la télé. Après, le petit micro, vous pouvez juste le mettre là, je pense, hein, au milieu. Ouais. Ça ira? D'accord. Bon, bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, je suis assez content de vous accueillir parce que j'ai lu un article de Mediapart qui vous encensait à des niveaux inconsidérés, comme quoi c'était une des meilleures maternités de France, ou presque, avec des soins bien spécifiques. Il y avait des gens de toute la France qui venaient vous voir. Donc j'aurais aimé savoir déjà un peu vous, ce que vous y faites à la maternité, comment ça se passe, et y compris dans une maternité qui a même un label de l'Organisation mondiale de la santé pour sa qualité. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui vous menacent ou non, etc. quoi. Donc moi je suis Sabine, je suis sage-femme à la mat depuis 2004 ici. On n'a peut-être pas des patients qui viennent de la France entière, hein, quand même. On va restreindre un petit peu, mais on a quand même des patients qui viennent d'Orléans, parce que c'est vrai que
Ouais, enfin de Paris. Bon, donc voilà, on prend la route. Hein. Un petit hébergement dans le coin. C'est bien, ça fait travailler l'économie locale. Ouais, alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a la chance ici d'avoir à Chinon une maternité. Alors, il faut savoir que même avant qu'on ait ce fameux label Hôpital Ami des bébés, c'était vraiment une philosophie, mais je pense peut-être un peu aussi comme la psychiatrie, c'est-à-dire de vouloir donner du temps aux gens, de respecter la physiologie, médicaliser que s'il y a besoin, enfin vraiment d'apporter de l'humain dans nos soins. Et en fait, le label reprend tous ces critères-là. Donc, on va dire que c'était une façon d'avoir un peu une visibilité publique sur notre façon de travailler. Et c'est chouette. Et d'ailleurs, on se rend quand même compte que, là, je parle moi en tant que sage-femme, il y a beaucoup de maternités en France qui vont très très mal parce qu'elles ont du mal à recruter les sages-femmes. En fait, beaucoup de sages-femmes partent aussi en libéral. Parce que l'attractivité en hospitalier, il n'est plus là, parce que vous n'avez pas de temps à donner aux patientes, parce qu'il faut vite qu'elles accouchent pour vite mettre une autre patiente. Et il y a beaucoup de maternités qui ont dû fermer des lits ou qui ont dû fermer des activités cet été parce qu'elles n'arrivaient pas à recruter. Et nous, il faut savoir quand même qu'à Chinon, on n'a pas ce souci-là. Parce que quand même, la plupart, même pas que les sages-femmes, les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture qui travaillent à la mat, souvent on y reste parce qu'on se sent bien finalement, on apprécie notre travail. Après, on a eu des soucis d'organisation et de travail parce que notre activité est liée directement aux urgences et que du coup, la fermeture des urgences nous a impacté directement. Oh, pardon. Excusez-moi. Ouais, comme ça, d'accord. Moi, j'entendais bien. Bon. D'accord. Là c'est mieux comme ça? Pardon. Merci. Oui, donc je disais, on a des soucis de fonctionnement là pendant un mois parce que comme notre façon de travailler dépend directement des urgences, puisque à chaque fois qu'on a besoin, nous, de faire une césarienne, on va mobiliser 2 infirmières ou 2 infirmiers des urgences. C'est toujours compliqué. Si on voulait vraiment travailler en autonomie, sans avoir recours aux urgences, il faudrait des créations de postes. Voilà. Et donc, c'est pour ça en fait, qu'on n'a pas travaillé comme d'habitude pendant un mois. Mais sinon, c'est une maternité qui est attractive. Oui, on est de la bienveillance. Ouais, c'est ça. Ok. Et Sophie, toi, du coup, comment tu vois les choses? Et est-ce qu'aujourd'hui, comment tu vois les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des menaces potentielles, etc., sur la maternité, au niveau des économies à faire, ce genre de choses? Alors, comment je vois les choses? Déjà, la maternité, on l'a dans les tripes. C'est vraiment une maternité c'est notre population chinonnaise, on est presque tous nés ici. On aime ce qu'on fait. Les gens nous le renvoient dans tous leurs messages, leurs témoignages. C'est des fois on en pleure même tout ensemble tellement que c'est fort. Donc voilà pour ça. Et après, là, ce qui s'est passé il y a un mois, je peux vous dire qu'on a pleuré pendant un mois en fait. Ça nous a fait mal aux tripes. Là, au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qu'ils veulent nous proposer, la direction, c'est qu'on soit autonome, qu'on ne travaille plus avec les urgences, en fait, par rapport à cet infirmier qui vient au bloc. Donc, on est en train de travailler sur un projet. Ils nous proposent d'enlever des aides-soignantes pour mettre des infirmières. Ok. Donc, pas de création de poste. Sauf que, donc, on leur a sorti des chiffres. On leur a prouvé que ce n'était pas faisable. Parce que s'ils remplaçaient des infirmières pour partir au bloc et qu'ils enlevaient une aide-soignante dans le service, en fait, au moment de cette césarienne, s'il y avait du monde aussi en salle de naissance, comme notre bâtiment, on a les suites de couches à l'étage et les salles de naissance au rez-de-chaussée dans un autre bâtiment, en fait, pendant ce temps-là, il n'y aurait plus personne en suite de couches. Ok. Donc ça arriverait, on a calculé, il y a 104 césariennes à l'année. Donc, on a calculé 71 césariennes en même temps que des femmes ensuite en salle de naissance. Donc, 71 fois où il n'y aurait personne, pas un seul soignant en suite de couche. Ok. Donc, pas du tout en sécurité, quoi. Donc, on a hâte. On a des réunions très régulièrement. On attend la prochaine, car la direction doit nous tenir au courant de ce qu'ils veulent faire. Et tu sens qu'il y a des évolutions ou a priori ils sont plutôt butés sur le projet
est-ce qu'il y a des évolutions ou est-ce qu'ils sont plutôt butés sur le projet? En fait, ils nous ont dit qu'ils avaient étudié plusieurs pistes, notamment en travaillant peut-être aussi avec, parce que pour bien résumer la situation, ils nous demandent d'être autonomes, c'est-à-dire de ne plus mobiliser 2 personnes qui ne travaillent pas habituellement dans le service de maternité parce qu'elles travaillent aux urgences. Mais par contre, on nous demande de faire plus avec moins. Enfin, non, on nous demande de faire plus à effectif constant, mais en changeant donc une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture par une infirmière. Après, c'est pareil, en plus, il faut bien savoir cette infirmière, qu'est-ce qu'elle va faire. Enfin, c'est finalement, parce que son travail, c'est pas non plus un travail d'être soignant. Enfin, c'est voilà. Ils nous ont dit qu'ils avaient étudié d'autres pistes, notamment en travaillant avec la clinique et parce que en fait, il n'y a pas de bloc chirurgical à l'hôpital de Chinon. Le bloc chirurgical, il y a la clinique Vander qui est juste à côté. Mais en fait, on nous a dit que c'était pas possible de travailler en partenariat, c'est-à-dire au lieu de mobiliser les 2 personnes des urgences, on aurait mobilisé 2 personnes de la clinique. Mais a priori, c'est pas possible. Donc, je sais pas. Nous, on essaie de leur prouver que c'est pas un projet possible, en tout cas, ce qu'ils nous proposent, qu'on va se retrouver dans des situations d'insécurité pour nos patientes. Et bon, voilà, on attend la suite. On espère qu'ils ne vont pas être trop butés sur ce projet. Plus largement, sur la question des sages-femmes, c'est quand même un sujet qui est souvent revenu. Il y a plein de maternités où effectivement il manque des sages-femmes, ou même les maternités ont fermé régulièrement. Même chez les sages-femmes libérales, c'est pas toujours la joie au niveau du salaire, etc. Est-ce que, peut-être même vous deux, parce que vous en avez vu toutes les deux, chez les jeunes sages-femmes, vous sentez quand même qu'il y a une certaine différence avec ce qu'il y a pu avoir avant? C'est-à-dire que ouais, même le métier, alors, chez vous c'est un peu particulier parce que la maternité est quand même plutôt bien, mais est-ce que vous sentez une différence sur le fait que aujourd'hui ça attire moins d'être sage-femme, et comment est-ce que ça pourrait s'expliquer si tel est le cas, ou peut-être que vous l'avez pas nécessairement observé? Faut quand même savoir qu'on rallonge les études des sages-femmes, ça devrait passer à 6 ans. Donc ça fait quand même beaucoup d'études avec beaucoup de responsabilités, parfois avec un salaire qui était peut-être pas non plus en cohérence. Donc là, on a quand même eu des acquis. Mais je pense que oui, ça démotive peut-être des gens de s'engager dans ce... Et puis actuellement, mis à part nous, ce qu'on peut avoir ici à la maternité Chinon, dans d'autres maternités, je pense que quand vous avez fait, je sais pas, 7 accouchements par jour, au bout d'un moment, ça épuise quand même aussi, de devoir donner comme ça, d'être dans l'urgence tout le temps. On va chercher d'autres façons de travailler. Et puis les accouchements sont de plus en plus longs, en général en France, parce qu'on recourt moins à des pratiques type épisiotomie, etc. Donc les accouchements sont de plus en plus longs, non? Pas trop d'incidence sur la durée. Ah, c'est vrai? Ok, c'est ce qu'on avait pu... Mais par contre, c'est vrai que si vous, par exemple, vous avez plusieurs patientes en charge, s'il y en a une ou deux qui ne veut pas de péridurale, c'est sûr que ça va aussi mobiliser plus la sage-femme. En fait, ce qu'on aimerait vraiment un jour pouvoir mettre en France, c'est ce qu'on appelle une femme, une sage-femme. C'est-à-dire, il y a une sage-femme qui va s'occuper d'une femme. Et il y a beaucoup de maternités où, en fait, les sages-femmes, elles doivent s'occuper de 2, 3, 4, 5 patientes à la fois. Et c'est vrai qu'on peut se dire, elle est sous péridurale, elle va moins me demander de soutien, d'accompagnement. Et en fait, c'est pas ça, nous. Enfin, notre travail, c'est d'accompagner les patients, quel que soit leur projet. Après, on va respecter leur choix, on va pas... ni imposer, normalement on ne doit pas ni imposer une péridurale, ni refuser une péridurale, mais c'est accompagner, pouvoir offrir cet accompagnement. Ok. Oui, c'était plus au péridurale que je pensais. Et et du coup, notamment sur la question du salaire, c'est combien pour les sages-femmes débutantes environ? Parce que c'est justement une des professions de médecine qui est les moins bien rémunérées à l'entrée, et même la question des fois se pose sur... puisque dans l'histoire, les sages-femmes, par ailleurs, ça a longtemps été, par exemple, les bonnes sœurs ou dans le milieu familial. On a des fois le sentiment, comme sur d'autres métiers qui sont très féminins, que c'est les moins rémunérés parce qu'il y a une espèce d'inconscient, une espèce d'impensé de se dire, bon, pendant longtemps, c'était des métiers qui se faisaient comme ça, donc aujourd'hui, on est déjà bien content de les payer, mais on se trouve avec une espèce d'injustice qui est que c'est un métier qui demande des études de médecine, mais qui est payé de manière assez faible, en tout cas à l'entrée. C'est de combien, je sais pas si tu sais ou... Pas exactement, j'aurais dû rendre des grilles salariales. Il y a eu un moment, c'était moins de 2 000 €.
ça c'est sûr. Alex, non, tu sais pas. Vas-y, dis-moi la question. Là, le salaire de base d'une sage-femme débutante. Je dirais dans les 2000, ouais. Ouais. Tu veux me le coller Voilà. J'espère que ça va pas En faire l'occurrence, d'écho. la qualité qui est faite à la maternité de Chinon n'est pas valorisée pécuniairement derrière sur les finances de l'hôpital. Oui, et puis en fait, ce qu'on voit aussi surtout chez nos jeunes collègues sages-femmes, c'est qu'il y a des contrats, mais qui sont très, très, très longs. Des contrats à durée déterminée, forcément, des CDD qui sont des contrats d'1 mois, qui sont renouvelés je ne sais combien de temps. On a quand même une collègue qui a été 7 ans en contrat. Elle a cumulé pendant 7 ans des contrats. Elle a fini par réussir à obtenir un CDI et au final, enfin une titularisation. Mais enfin voilà, ça fait pas non plus quand on parlait d'attractivité de l'hôpital. Alors moi, je parle pour les sages-femmes, pour mon service, mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et on parlait d'attractivité, mais ça passe par le salaire, mais ça passe aussi par la promesse d'embauche, c'est-à-dire, mais sur du long terme, c'est-à-dire de la titularisation. Et en fait, on voit bien qu'actuellement, les titulaires, ça coûte cher. Enfin, on nous dit tout le temps, hein, ça coûte beaucoup moins cher une contractuelle, vous n'avez pas les mêmes charges salariales, alors qu'en fait, un titulaire, ça va être plus élevé. Et donc, on creuse ce fameux déficit. Et du coup, je rejoins ce que tout à l'heure Alexandre disait, c'est qu'effectivement, sur le financement des hôpitaux, surtout des hôpitaux comme nous, c'est-à-dire sans activité chirurgicale, c'est-à-dire qui ne rapportent pas d'argent, pas de T2A, il faut repenser en fait ce modèle-là. Mais il y en a plein de gens qui le disent. Hein, Ok. Toi, Sophie, si tu étais députée sur l'hôpital, la santé, qu'est-ce que tu ferais tout de suite si tu arrives à l'Assemblée? Qu'est-ce que tu déposerais comme loi en premier? Alors déjà, donner des moyens, ça, que ce soit financier déjà pour commencer. Et puis comme disait Sabine, la T2A, je pense que dans notre bassin chinonnais, la T2A, qu'est-ce que ça fait? Ça nous a fait couler. On en est là aujourd'hui et je pense que c'est à cause de ça. Ok. Et toi, Sabine, tu avais des points à rajouter justement sur qu'est-ce que tu ferais passer tout de suite? Je pense qu'aussi les budgets suivent pas l'inflation, tout simplement. Enfin, les budgets alloués. Donc, faut revoir complètement le truc. On essaie de faire du lucratif avec du soin, alors que c'est pas. Enfin, nous soignants, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est du temps, le temps nécessaire. Hein, c'est pas. Mais du temps pour bien prendre soin des gens. Et effectivement, et si on prend soin aussi des soignants, les gens resteront aussi. Enfin, ça va peut-être un peu. Ok. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Je vous ai libéré juste avant 15h, donc je pense que moi, je ne me mets pas trop à la bourre. Et bien maintenant, c'est à vous, donc, que je retrouve tous les noms avant de m'y perdre. Donc, Céline et Philippe. Alors, je reprends ma petite fiche. Donc, Céline, toi, tu es infirmière de nuit, tu es la secrétaire du syndicat CGT sur le département. Sur Chinon. Ok. Et Philippe, toi, tu es aide-soignant et tu es détaché parce que tu es secrétaire de l'Union départementale Action sociale et santé, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises, à la CGT. Sur le constat, j'imagine que vous devez quand même partager en partie le constat qu'a pu poser Alexandre. Déjà, est-ce que vous voyez des premières choses à poser? Après, on pourra aussi discuter de ce dont on a parlé tout à l'heure quand on parlait de la déqualification entre infirmières et aides-soignants. On pourra aussi y revenir, toi, ce dont tu me parlais, des conséquences que ça peut avoir. Mais du coup, déjà sur le constat général de ce que vous observez, toi, est-ce que on a pu parler tout à l'heure justement des restrictions budgétaires qui t'ont concerné personnellement? Qu'est-ce que ça a changé pour toi directement? Du coup, je suis ex-infirmière de nuit puisque mon poste sur l'EHPAD a été supprimé. Ils ne veulent plus d'infirmières de nuit à l'EHPAD, malgré les 2 ans qu'on a traversés qui ont prouvé l'importance d'une présence infirmière sur les hébergements. À cause de restrictions budgétaires, on supprime ce poste. Donc, à la place, on met en place l'HAD, chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? L'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Donc, à savoir que la nuit, il y a un infirmier pour le département, 37. Donc, vous vous doutez bien que toutes les EHPAD rattachées à l'HAD, l'infirmière ne va pas se déplacer à chaque appel, en fait. Et il y a eu le cas, forcément, une chute. L'aide-soignante appelle l'infirmier de l'HAD pour qu'il vienne. Il ne se déplace pas. Il demande à distance de relever la patiente et la patiente était fracturée. Voilà ce qu'il en est.
À l'heure d'aujourd'hui, pour les prises en soins, justement, on nous enlève notre accompagnement fin de vie sur nos résidents, puisque quand ils arrivent sur la fin, qu'ils doivent avoir des pousse-seringues, les médecins sont obligés de faire des dossiers HAD pour que eux viennent mettre leur matériel pour pouvoir intervenir dessus. Donc ça veut dire qu'on prive le personnel d'accompagner les résidents jusqu'au bout, en fait, dignement. Voilà, c'est tout ça que ça inclut hein, derrière, c'est toutes ces prises en soins dégradées, et à savoir qu'on a quand même un bassin de population vieillissant. Et depuis le 1er juillet, la résidence, donc qui comportait 57 lits, est fermée. Donc on a dû replacer 47 résidents sur des EHPAD aux alentours, sur nos établissements internes. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont sur l'ancien service de médecine. Donc on a 6 résidents qui sont encore là, qui ont été délocalisés puisque la résidence est sur Chinon. Et ils sont venus là à 6 par manque de place, et on attend de les ramener à l'EHPAD. Ok. Peut-être toi, Philippe, alors toi qui en plus t'es syndiqué depuis un moment, ça fait combien de temps que tu travailles ici Sur l'hôpital, ça fait 19 ans, mais sur le site de l'hôpital, j'étais ambulancier avant, donc ça fait depuis 80 que je vadrouille sur le site de l'hôpital. Alors toi, du coup, qui est syndiqué comme Léa Alexandre ou encore toi, est-ce que là, il y a quand même eu sur la qualité de vie au travail, on a eu le Covid. Il y avait Olivier Véran qui disait qu'il y avait un avant et un après Covid, avec notamment le Ségur de la santé, etc. Du coup, on a du mal à comprendre des fois pourquoi ça fonctionne toujours pas, alors pourtant, ils ont tout fait, quoi. Bah, tout fait, oui, la seule chose que je pense a été bien pour tout le monde, c'est cette augmentation du CTI qui a été mis en place pour les agents. Mais derrière, c'est-à-dire que c'est un complément de salaire indiciaire. Mais derrière, il y avait un loup, parce que derrière, ça engendrait pas mal de modifications, c'est-à-dire ne serait-ce que là, dernièrement, sur les primes qui ont été... il y avait plusieurs primes qui ont été remises en une, et ça a fait perdre du pouvoir d'achat aux agents. C'est pareil, ils ont augmenté le point d'indice. Ça faisait plus de 10 ans que ce point d'indice n'avait pas changé. Mais il n'est pas augmenté à la hauteur des besoins des agents, puisqu'on a une inflation qui est à presque un peu plus de 7%, et on en manque ce point d'indice de 3,5%. Donc c'est vraiment dérisoire. Actuellement, pour faire un petit peu d'historique quand même sur cet établissement, on avait cet hôpital qui était seul. Il y avait l'hôpital psychiatrique ici, il y avait l'hôpital de Chinon qui était en ville. Quand l'hôpital de Chinon a brûlé, ils ont rapatrié ça sur le site de Saint-Benoît. Et après, derrière, on a mis la clinique, le privé. Sauf que quand on a amené le privé, on a supprimé tout ce qui rapportait à l'hôpital, tout ce qui était la chirurgie et la radiologie. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on a fait, oui, au privé, bien sûr. Et en plus, de la part d'un maire socialiste. Hein? Donc, on avait du mal à comprendre un petit peu, et c'était ce premier rapprochement, et c'était le premier en France qui s'est fait. Donc depuis, on donne pas les moyens à l'hôpital. Hein, cet Ondam qui n'est pas mis à la hauteur des besoins à chaque fois. Cet Ondam, s'il payait ce qu'il devrait payer, c'est-à-dire que le fonctionnement des hôpitaux, je pense que ça pourrait aller. Mais à cet Ondam, on lui fait payer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le gouvernement se sert de ses financements pour aller, ne serait-ce qu'il y a un manque quelque part, on va prendre sur le financement de la sécurité sociale. Je vois, on travaille avec Alès, on est dans les œuvres sociales hospitalières. Il y a un complémentaire retraite qui est la CRH qui a été mis en place en 2000, ça doit être 2005, je crois, un truc comme ça, et déficitaire tous les ans. Et le gouvernement a trouvé le seul moyen, c'est de voter une loi pour que sur l'Ondam, on donne tous les ans 15 millions à Allianz, assurance privée, qui gère cette CRH et qui est déficitaire. Et ça, c'est la sécurité sociale qui le paye. Donc, c'est ce que je dis. Si l'Ondam, on lui faisait payer ce qu'elle doit payer, c'est-à-dire le financement des hôpitaux, je pense qu'on pourrait fonctionner. Il y a aussi la question des mutuelles, notamment, et tout ça qui coûte un bras. Justement, sur le financement des hôpitaux, quand il y a eu le Ségur, sauf erreur, il y a une partie qui est payée, par le budget des hôpitaux. Il y a la Fédération hospitalière de France qui disait qu'il manquait entre 500 et 700 millions d'euros. Ils ont raison. Posé un amendement pour que
qui payent. Est-ce que ça se ressent aussi à l'hôpital de Chinon que l'État n'a pas donné Bah, en bien gros, sûr. il y a eu l'augmentation de salaire du Ségur et l'État n'a pas donné l'argent en conséquence pour augmenter les salaires, mais demande en gros à l'hôpital Bien sûr, payer. oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un manque de ce côté-là. Hein. Même cette augmentation de salaire par le CTI, quand elle était mise en place, elle était pas mise en place pour tout le monde. Donc ça a mis un petit peu la zizanie entre les... Pas pour tous, quoi. Ça met un peu la zizanie entre les collègues, c'est-à-dire que dans le médico-social, ils n'y avaient pas le droit, dans la santé, ils y avaient le droit, alors qu'on fait le même travail. On est aide-soignant à l'hôpital, on est aide-soignant dans les masses, c'est le même travail. Voilà, donc et derrière tout ça, c'est sûr que tout ce que l'hôpital a dû rajouter dû à la pandémie, dû au Ségur, eh ben l'État n'a pas tenu ses promesses en mettant pas les financements au bout et en remboursant pas l'hôpital qui a avancé sur ses fonds et ce qui a mis notre établissement en péril, quoi, parce que un peu plus de 9 millions de déficit. On a demandé quand même à une directrice des soins qui est arrivée il y a pas longtemps de faire une économie de 1 million. C'est-à-dire que l'économie, on sait où elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire sur le personnel. Donc, je sais pas où on va là. J'ai jamais vu, moi, l'hôpital, depuis que je suis là, dans un état comme ça. Jamais. Ok. Céline, du coup, toi justement, tu es en EHPAD. En plus, les EHPAD, c'est quand même un sujet qui est beaucoup revenu, notamment, j'allais dire grâce, mais surtout à cause d'Orpea et du fonctionnement privé. Mais cela étant dit, il y a quand même dans beaucoup d'établissements publics où c'est pas non plus toujours réjouissant. Donc là, on a quand même du mal à comprendre qu'il va y avoir des coupes budgétaires faites sur les EHPAD. D'une part, qu'est-ce qu'ils en pensent les gens quand vous en parlez avec eux, mais aussi les enfants des résidents, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que ça les choque ou non? Et même tes collègues, toi, qu'est-ce qu'ils en disent? Bah déjà, les collègues ont peur pour leur place, parce qu'il y a quand même beaucoup de contractuels sur les hébergements. Donc déjà, ils craignent pour leur avenir. On a quand même 3 niveaux avec 40 résidents sur chaque niveau et on demande aux équipes donc de réduire en effectif, c'est-à-dire de les passer à 5 le matin. Sur des gens qui sont de plus en plus dépendants. Donc, vous vous doutez bien que on rentre le matin, c'est la toilette très vite faite, hein, et puis on n'a pas le temps de faire des activités, de les emmener prendre l'air. Il y en a, ça fait des années qu'ils n'ont pas pris l'air. Et Des années? S'ils n'ont pas de famille, oui, ça fait des années qu'ils ne sont pas sortis. Et les familles, malheureusement, subissent aussi, hein, puisque à partir du moment où on place ses parents, c'est qu'on n'a déjà pas le choix et c'est compliqué. On essaye aussi de les rattacher à notre combat, donc eux aussi fassent remonter toutes les plaintes qu'ils peuvent avoir, mais c'est un peu compliqué aussi pour eux. Et voilà, on se demande là comment on peut continuer. Moi, la première, il y a plusieurs fois où je me pose la question, est-ce que je continue? Est-ce que je quitte l'hôpital, mais pour faire autre chose? Parce que l'herbe n'est pas plus verte autre part. On en vient à ça. On en vient, avec toutes ces restrictions, on en vient à nous dégoûter de notre métier, puisque la prise en soin qu'on a à l'heure actuelle n'est pas satisfaisante. Okay. Parce que ça, c'est un des points aussi, mais moi, je sais qu'à Limoges, il y avait un soignant en EHPAD, lui, qui m'avait dit qui faisait des soins sans prendre soin et qui passait une grande partie de son temps à s'excuser auprès de ses patients. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent? Est-ce que c'est un sentiment que tu as aussi? On l'a tous, ce sentiment, c'est que normalement, quand on travaille sur les hébergements, alors il y a eu un grand concept qui est sorti il y a pas longtemps, enfin il y a un petit moment maintenant, mais l'humanitude. L'humanitude. Voilà, mais bon, à la base, on est tous soignants pour ça, c'est-à-dire que normalement, c'est aux soignants de s'adapter à la personne, à son rythme de vie, la personne, si elle a envie de se lever à 10h, déjeuner plus tard, enfin, on est censé s'adapter à eux. Malheureusement, avec le nombre de personnel qui est présent sur place, c'est les résidents qui s'adaptent à notre rythme. Et à une époque, on appelait ça les toilettes minutes, hein, c'est-à-dire qu'il fallait aller très vite, puisque vu le nombre, vu le temps qu'on avait pour après limiter le jeûne nocturne, parce qu'à savoir qu'ils mangent à 18h le soir et ils déjeunent pas avant 8h, 8h30 le matin. Donc ce jeûne, faut le réduire, donc faut aller vite, faut qu'il soit lavé, faut qu'il soit changé pour qu'il soit aussi moins longtemps dans leur protection. Donc oui, forcément, on peut que s'excuser auprès de ces personnes qui ont quand même un passé. Hein, faut pas oublier qu'ils ont été avant nous dans le monde du travail, ils ont lutté aussi pour nous pour les conditions qu'on a pu obtenir. Et aujourd'hui, vieillir dans ces conditions-là, ça fait peur, quoi. Et ça existe toujours les toilettes minutes? Oui. Ok. Les week-ends à 4 pour 40.
Ok. Il n'y a pas de législation de ratio. Enfin, on devrait imaginer qu'il peut pas y avoir moins d'infirmières par. De toute façon, en tous les cas, ça change pas grand-chose parce que si elles sont pas là, elles sont pas là. Oui, les effectifs minimums, mais là, on y est sur les week-ends, hein, par exemple, comme je disais, 4 pour 40, et même 4 pour 40, c'est-à-dire même sur les secteurs, ce qu'on appelle les secteurs sécurisés, pour nos personnes Alzheimer, des membres des ambulantes, donc ont beaucoup de troubles du comportement, et qui, malheureusement, avec cette restriction budgétaire, en fait, on agit auprès d'eux avec des traitements plutôt qu'une prise en soin, où on va proposer une activité pour apaiser leur angoisse, leur démence, et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ok. Toi, Jean-Luc, si... Non, Philippe. Philippe, Jean-Luc, c'est l'autre. Pardon. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de C'est mal. la barbe, je pense. Si t'étais député, tu ferais quoi? Je ne vais pas être original par rapport aux autres, hein. Donner les moyens à l'hôpital. Hein. C'est-à-dire que quand tu voté ce financement de la sécurité sociale, c'est mettre cet ONDAM au niveau des moyens nécessaires pour l'hôpital. Actuellement, l'ONDAM qui est voté tous les ans, il a augmenté, mais il n'est pas augmenté à la hauteur des besoins que les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD ont besoin. Le nerf de la guerre, il est là, hein. Il est pas autre part, hein. Il est dans ce financement de la sécurité sociale, hein. Et c'est pareil pour nos aînés, nos anciens qui sont accueillis en EHPAD. Il a été pris sur cette journée de solidarité qui avait été mis en place pour eux pour pouvoir améliorer leurs conditions d'accueil dans les EHPAD et les ULD. Sauf que ce financement n'a pas été vers ça, a servi à autre chose. Et maintenant, on nous parle de remettre une deuxième journée pour pouvoir continuer. Mais on va continuer jusqu'à quand comme ça? C'est toujours les salariés qui payent pour pouvoir donner les moyens, pour pouvoir accueillir, ce soit les patients ou les résidents dans les EHPAD. Non, ça doit être le sens contraire. Ça doit être le gouvernement qui doit donner les moyens aux agents de pouvoir travailler. C'est-à-dire, ces moyens, c'est le vote du financement de la sécurité sociale et à travers l'ONDAM. Il n'y a pas d'autre solution. Tout à l'heure, Alexandre, il m'avait fait remarquer un truc, c'est que le plan de restructuration de l'hôpital, de réduction des coûts, il a été fait par Capgemini, donc un cabinet de conseil. Est-ce que ça, toi, tu le vois aussi augmenter les nouvelles stratégies de management public dans l'hôpital et les interférences avec justement des cabinets de conseil, etc. Ou non, c'est tout nouveau? Bien sûr, non, il y a longtemps que ça existe, hein. Capgemini, la première fois qu'il est venu nous exposer un petit peu sa vision de comment allait devenir l'hôpital, je me rappelle, c'est au niveau de la maternité, c'était supprimer une ligne de sage-femme, c'était parce que faut savoir qu'on a une maternité qui fonctionne bien, qui marche bien, et que tout le monde dit que sont contents de venir accoucher ici. Malheureusement, par le bassin de la population, a un coût. Et ce coût, il est compensé de tous les ans un petit peu par l'ARS. Mais c'est toutes ces. En plus, Capgemini, il faut savoir quand même qu'ils donnent des conseils au gouvernement, hein, sur leur façon d'aborder la santé en France, hein. C'est Capgemini qui leur donne, qui les conseille aussi, hein. Donc ça peut pas être, c'est pas des gens neutres, hein. Dès l'instant qu'on fait venir ces gens dans un établissement, on sait vers où ils vont aller, hein. Ils vont pas aller vers le bien-être des agents au travail, vers le bien-être des patients qui sont accueillis à l'hôpital. Ils vont surtout pour restructurer et gagner de l'argent et faire diminuer le coût à l'hôpital. Donc le coût, on sait que dans toute entreprise, hein, de toute façon, si on veut réduire un déficit, on supprime du personnel. C'est le b.a.-ba des gouvernements successifs, hein. Il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a eu tous les autres avant, hein. Et ça coûte combien peut-être qu'Alexandre, tu sais, mais ça coûte combien ou toi, un cabinet de conseil, un rapport de cabinet de conseil comme ça là? C'est entre, allez, je vais dire à la louche, entre 100 et 200 000 euros. Ah oui, 200 000 euros, ok. Ah oui. D'accord, ça fait cher les diaporamas. Et toi, Céline, si tu étais députée là, dès demain, qu'est-ce que tu ferais? De quoi? Je m'augmenterais. Non, je rigole. Il y en a qui l'ont fait. Bon après voilà, on se rejoint tous de toute façon sur donner les moyens réels à l'hôpital de fonctionner, c'est-à-dire vraiment de prendre en compte aussi les besoins des soignants dans chaque service avec sa spécificité. Donc c'est-à-dire que
on donne les moyens humains, on donne les moyens financiers, une réelle augmentation, parce que c'est pareil, hein, nos salaires, quand on les prend, il y a beaucoup de primes sur nos salaires, qui, du coup, quand on part à la retraite, ça fait mal. Donc, c'est vraiment une rediscussion de ces salaires. C'est la réelle augmentation du point d'indice, d'avoir que du salaire, on va dire de base, hein, de net, arrêter toutes ces primes, en fait, et plus on donne ces moyens humains et financiers, plus les collègues vont pouvoir faire un travail de qualité, on va devenir attractif. Voilà, on va repartir du travail avec le sourire, le bien-être. On n'aura pas cette boule au ventre pour venir. Enfin voilà, faut vraiment maintenant arrêter aussi ce financement. Voilà, T2A, Ondam, la revaloriser. Et je pense qu'on redeviendra attractif dans le public, quoi. Ok. Bah écoutez, merci à vous deux. Juste avant de faire intervenir Frédéric, je vais faire intervenir les camarades médecins urgentistes, si je dis pas de bêtises. Thierry et Valentin, si vous pouvez venir nous parler des urgences qui sont tout le temps ouvertes, normalement. Salut. Donc Damien, enchanté. Thierry, je suis médecin aux urgences. Salut. Damien, médecin aux urgences aussi? Non, je suis soignant. Ok. Alors c'est Thierry et Valentin. Ok, donc bonjour vous deux. Alors, vous n'étiez pas là quand on a expliqué un peu la démarche. Le but, c'est d'aller dans plusieurs hôpitaux de France. On fait une opération qui s'appelle Opération Allo Ségur. Et in fine, on va en sortir un rapport de tout ça, des témoignages, des plaintes qu'il y a dans les hôpitaux pour proposer au gouvernement une autre feuille de route. En toute honnêteté, c'est ce que je disais à tout le monde, que voilà, on a assez peu de... c'est pas peu d'espoir, mais on se dit bien que Macron en tout cas Emmanuel Macron et François Braun ne vont pas regarder notre feuille de route en se disant mince, on s'est planté depuis le début en fait et on n'avait pas forcément compris. Mais en tout cas, au moins, c'est de proposer ça et aussi de mettre à l'agenda le sujet de la santé. Bon, et en plus, alors vous êtes au cœur un peu du sujet de l'été, puisqu'il y a eu le rapport Braun qui est sorti il y a pas si longtemps, qui est censé permettre un meilleur accès aux soins aux urgences, qui est censé permettre de ne pas fermer les urgences. Enfin, c'est ce qu'il a dit, en tout cas, qu'il n'y avait pas de fermeture d'urgence, qu'il y avait des régulations d'accès, etc. Je veux savoir, vous, ce que vous en pensiez, comment ça se passait pour vous, est-ce que les urgences ont été amenées à fermer, si oui, comment ça se passe concrètement, et voilà, où vous en êtes en termes de nombre de soignants durant cet été. Il y a le micro qui est juste là. Au niveau... Ça marche là? Ouais. Au niveau médical, au niveau national, il y a une grosse en d'urgentistes. On sait qu'il manque plus de 30% de postes d'urgentistes qui sont vacants. Et en plus, il y a une fuite d'urgentistes qui, vu les conditions de travail dans les services d'urgence, donc quittent les hôpitaux. Nous, ici à Chinon, on n'était pas confronté à ce problème-là, puisqu'on avait un effectif il y a quelques mois encore qui était complet. Là, malheureusement, on a eu un départ, on a 2 arrêts maladie, et il se trouve que on est cet été, il y en a un autre collègue qui part dans le sud. Donc à la rentrée, on va être quasiment moins 4 médecins, et donc là, ça devient dur. Pour la première fois, on a dû faire intervenir, il y a des intérimaires qui vont venir au mois d'août. Okay. Et encore un week-end, il manque un médecin, on ne sait pas comment on va faire, si on va être amené à faire comme les hôpitaux périphériques d'Amboise ou Loches. Là, Amboise, je crois qu'ils ont fermé la nuit là, tout le week-end jusqu'à lundi, et Loches va fermer lundi aussi. Donc lundi, sur les 3 hôpitaux périphériques du département, il y en aura 2 de fermés, lundi notamment. Et ce week-end, je crois que Amboise est fermé au moins la nuit. Donc il y a vraiment un gros problème de permanence médicale pour assurer le bon fonctionnement des urgences. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Et ça se traduit. Ça se traduit comme Ça se traduit comment quand les urgences sont fermées justement? Est-ce qu'elles sont fermées ou il n'y a plus moyen d'y aller, ou c'est... Alors, ça se passe comment? nous, on a dû fermer 15 jours, 3 semaines, là, au mois de juin. Là, il y avait un gros problème dans l'équipe paramédicale et puis un gros problème avec la direction. On a maintenu l'équipe de SMUR, donc on assure toujours les urgences vitales, et on a fermé l'accueil des patients pour toutes les autres, enfin pour l'accueil aux urgences. Donc, il y avait toujours une équipe de SMUR disponible pour intervenir.
et on n'avait plus aucune seule entrée à l'hôpital, qui entraîne des conséquences dans les services qui étaient plus remplis puisqu'il n'y avait plus d'entrée de patients. Ok. Toi, Valentin, ça fait combien de temps que tu travailles aux urgences et comment ça se passe tous les jours et aussi, surtout, cet été? Du coup, ça va faire 5 ans que je suis aux urgences, à peu près. Je travaille la nuit, du coup. Donc, c'est totalement différent. Après, il faut être hyper polyvalent, en fait. Et le souci, c'est la multiplication des tâches, surtout. Qui fait que, et le nombre qu'on est. Parce que concrètement, il y a 2 infirmiers, 2 aides-soignants la nuit. Donc, comme disait Sabine tout à l'heure, avec la maternité, tout ça, on travaille ensemble. Donc, il y a plein de situations dégradées qui font qu'on se met nous en danger et qu'on met nos patients en danger. Après la journée, c'est exactement le même souci. On a tout ce qui est biologie délocalisée au niveau infirmier, qui prend un temps phénoménal. Au niveau aide-soignant, il y a tout ce qui est tâches de secrétariat quand la secrétaire n'est pas là. Il y a le nettoyage du bloc, il y a le fait de descendre au bloc. C'est la multitude des tâches qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à absorber, en fait. Et on a une hausse, enfin moi je trouve que ces derniers temps, on a une hausse cet été de l'activité, qui fait qu'on a un nombre de passages qui est plus important que d'habitude. Et vous n'êtes pas assez pour... Et on n'est pas assez pour absorber tout ça. D'autant plus qu'on prend des congés, donc au final, on est toujours au minimum et des fois, c'est lourd. On se sent pas en sécurité. Et justement, tu dis que c'est lourd, en plus il y a les congés. Est-ce que ça a eu des conséquences sur les congés, le fait que vous êtes moins? Est-ce qu'il y en a qui ont été privés de congés ou alors repoussés ou annulés au dernier moment ou pas encore? Il y en a pour qui ça a été repoussé au dernier moment sans qu'ils soient prévenus. Voilà, puisqu'en fait, il faut parce que du coup, ils ont rajouté la médecine par là-dessus. Plutôt que de rajouter un poste infirmier aux urgences, ils ont préféré faire un transversal. Donc, voilà. Pour assurer ça, il a fallu décaler des vacances de certaines sur la semaine prochaine. Voilà. Il y a eu pas mal de... Collègue t'as suivi le micro. Qui n'a pas les vacances en même temps que ton mari, on les décalé. Oui, voilà. On décale des vacances comme ça et au final, la collègue se retrouve sans... Il y a des vacances sans décaler de sa famille, en fait. Voilà. Pas avec son mari, voilà. Il y a plein de... Voilà, et tout ça pour des modifications de planning de dernière minute. Donc... Ça, on n'a pas beaucoup parlé avant, mais justement l'incidence de tout ça et des urgences en tension, même du système de soins en tension sur la vie de famille. Je ne sais pas si c'est votre cas, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que chez vos collègues, vous ressentez que ça peut mettre des tensions et que ça devient compliqué de conjuguer vie de famille et travailler dans un hôpital? Je pense, oui, foncièrement, oui. Pour moi, personnellement, oui, c'est le cas. Ok. Le personnel qui a rappelé. Attends, tu peux lui... C'est pour que tout le monde entende. On a le personnel qui est rappelé au dernier moment pour suppléer un manque le week-end, etc. C'est sûr que ça joue sur la vie de famille, c'est évident. L'autre problème qui est en corrélation avec la dégradation des conditions de travail, donc bien sûr il y a les arrêts, les gens qui quittent l'hôpital. Et l'été, c'est encore plus amplifié avec la fermeture, donc ça amène à fermeture des lits dans certains services. Donc sur Chinon, ils ont fermé des lits, une douzaine je crois en médecine et en SSR. Et ce qui complique encore le travail aux urgences puisque on a moins de lits d'aval et il faut trouver des solutions. Donc ça nous rajoute encore du travail. Donc ces fermetures de lits en aval augmentent la charge de travail puisque les patients restent des fois plus longtemps et sont plus nombreux aux urgences avec un personnel qui n'est pas adapté pour s'occuper des patients qui sont en plus des lits prévus, quoi. Et toi Thierry, ça fait combien de temps que tu travailles ici? 27 ans. Et donc tu as vu des évolutions dans le service d'urgence, réduction d'effectifs ou plus en plus de départs qu'il pouvait y en avoir avant, ou un moins grand turnover, ou même au niveau des internes? Est-ce que, je sais pas si tu reçois des internes, est-ce que tu en reçois de plus en plus, de moins en moins, et eux comment ils voient les choses pour l'avenir?
Alors nous, alors depuis que je suis à Chinon, on est parti de rien quasiment. Je suis arrivé en 95 et le service des urgences s'est développé. Donc on a vraiment eu une augmentation du nombre de personnel, de médecins et une amélioration des conditions de travail. Mais donc ça a duré qu'un temps. Et puis, depuis une vingtaine d'années, ça se dégrade progressivement. Hein. Ça date depuis la mise en place de la T2A. On a une dégradation, c'est sûr, des conditions de travail. Au niveau des internes, on a la chance d'être un service qui tourne bien, qui est attractif. Donc, les internes se battent pour venir en stage chez nous. Okay. Donc, de ce côté-là, comme les externes, on a des internes, des externes qui viennent et on est un service qui est très bien coté pour la formation et l'encadrement. Donc, on n'a pas de problème. Et c'est très important car la plupart des médecins, des jeunes médecins qui sont arrivés en service sont passés là comme internes. Donc, c'est un mode de recrutement important. Ok. Et toi, Valentin, tout à l'heure, tu disais que tu étais crevé. Même sur la vie de famille, c'était compliqué. Tu vois comment les choses, l'avenir, toi, tu penses que tu vas poursuivre à l'hôpital public ou est-ce que tu as déjà songé à changer, soit aller dans le privé ou soit à changer complètement de boulot? J'ai déjà pensé à changer de boulot. Avant tout ça déjà, je voulais faire un bilan de compétences que finalement j'ai pas fait, mais j'y repense de temps en temps. Parce que ça devient ultra compliqué. C'est très rare, surtout en ce moment, qu'on arrive en embauchant et qu'il y ait assez de monde partout en fait. Voilà, parce que voilà, les gens sont en vacances, ça n'a pas été anticipé, c'est pas. Et quand on appelle nos administrateurs de garde, ils n'ont pas de solution. Ils nous laissent nous débrouiller, ils nous disent bon courage et puis ça ira mieux demain. Okay. Mais il y a un moment donné, c'est plus possible. Et même on a des situations dégradées qui font que même la sécurité du patient est en jeu. Et la direction ne prend pas la mesure Parce que s'il y a un départ SMUR à un bloc en même temps, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver tout seul aux urgences. On est 2 aides-soignants aux urgences, il n'y a plus la compétence, on peut avoir du monde partout. Ça arrive à 22h, c'est là que c'est souvent le plus plein. En fait, je fais quoi? Les 2 infirmières sont parties. Les 2 infirmières sont parties. Alors souvent, c'est une infirmière de médecine qui descend, mais du coup, il n'y a plus personne en médecine. Donc et nous on a un stress par rapport à ça qui fait que et les patients comprennent pas parce que ça ils voient pas, c'est ce qui se passe dans le couloir en fait, mais et c'est un réel danger et ça on peut en parler en réunion, ça ne touche personne. Comment tu expliques que ça touche personne? Mais je pense qu'ils prennent pas la mesure de ce qu'on fait et du risque qu'il y a derrière en fait, parce que si j'ai un patient qui décompense ou j'ai un déchoc, un arrêt, quelque chose, on fait ou même 2 en même temps, je m'occupe de qui? En fait, parce que leur réponse c'est de me dire qu'il y a des médecins, mais je dis mais les médecins ils peuvent pas, il y a du flux à gérer et s'il veut pouvoir penser à ce qu'il fait après, qui c'est qui injecte? Pas moi. Donc il y a plein de petites et ça ils prennent pas la mesure de ça. Ils voient les chiffres. Parce que moi on m'a dit une fois en réunion que la nuit en moyenne on faisait 3 entrées à l'UH et qu'on a eu une moyenne de 5-6 passages. C'est pas le nombre de passages en fait, ce qui est important c'est le taux d'occupation. Parce que des fois j'arrive, j'ai 15 patients dans les urgences. Alors certes, je vais faire que 3-4 entrées après, mais j'ai les 15 patients d'avant à gérer. Donc avec toutes les tâches qui sont à côté, et cette problématique-là est la même la journée, principalement le week-end, parce que le week-end on a l'impression qu'il y a moins de monde, moins de passages, puisqu'il y a moins de personnel, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est souvent là qu'il y a le plus de passages et qu'on sort du week-end, on est rincé, concrètement. Là, les dernières nuits que j'ai faites, on sort, on n'a pas envie de revenir. Hein. Et les patients sont pas forcément très agréables, ce que je comprends, puisque on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. J'ai à peine le temps de donner à boire aux gens ou de les faire uriner, aller aux toilettes. J'ai pas le temps. Ok. Toi, Thierry, j'ai posé la question à tout le monde, tu as dû l'entendre. Si tu étais député, tu ferais quoi comme première proposition de loi?
sur la santé? Je te laisse prendre le micro. Le but, c'est de rendre attractif l'hôpital public. Donc après, je pense que les conditions de travail sont primordiales. Donc c'est-à-dire avoir un effectif adapté au travail. Et je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il faudrait redonner un peu de pouvoir aux soignants, parce qu'actuellement, l'administration a pris vraiment le pouvoir et les soignants sont peu ou pas écoutés. Et voilà, notre administration travaille sur des chiffres, sort des chiffres, alors qu'il n'y a plus du tout d'humain et de rapport avec le patient et de qualité des soins en tant que soignant. Okay. Et toi, Valentin? Moi, je pense qu'il est important en fait d'axer le financement, tout ça sur le soin et le bien soigner. En fait, je pense que c'est le plus important. Enfin, aujourd'hui, ce qui est plus dégradé, c'est le soin qu'on apporte aux gens. En fait, et il faut mettre les moyens pour les gens. C'est pas pour nous soulager nous, c'est pour soulager les gens. C'est pour qu'on puisse faire notre travail correctement et dans de bonnes conditions. Et sereinement, en fait, parce que voilà, et qu'on soit écouté par nos directions, qu'on puisse faire bouger les choses, remonter les soucis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'est pas écouté concrètement, on est laissé de côté. Et puis, il faudrait mettre fin à la T2A, enfin la tarification à l'activité, puisque c'est biaisé. Toutes les activités qui sont rentables sont prises par le privé et on laisse à l'hôpital public tout le reste, c'est-à-dire souvent ce qui n'est pas rentable financièrement. Les personnes âgées, polypathologiques qui prennent du temps, qui restent longtemps à l'hôpital, etc. Ça rapporte pas d'argent. Donc, cette tarification à l'activité favorise les hôpitaux, enfin les cliniques qui peuvent faire le tri, qui peuvent choisir, dis moi je prends ça, je prends pas ça. Nous à l'hôpital on prend tout. Et en général, qu'est-ce qui reste à l'hôpital public? C'est évidemment ce qui est le moins rentable puisque c'est pas pris ailleurs. Ok. Bon, merci à vous deux en tout cas. Merci beaucoup. Juste après, donc Frédéric, peut-être pour nous présenter tes combats. Et après, du coup, c'est à qui après, Alexandre? Anne-Marie et Isabelle. Ok, ça marche. Donc juste après Anne-Marie et Isabelle. Donc salut Frédéric, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, normalement ça marche. Donc je m'appelle Frédéric Guillon et moi je ne travaille pas à l'hôpital. Je représente une association qui s'appelle ASD Pro, Association d'aide aux victimes et aux organisations confrontées au suicide et aux dépressions professionnelles. Et donc je me suis permis d'alerter notre député qui vient s'intéresser à l'hôpital et qui vient faire l'état des lieux. Je suis venue l'alerter sur le versant souffrance professionnelle, qui est également une très bonne entrée pour comprendre et pour dénouer les problèmes d'organisation, les problèmes de travail que nous ont expliqué les soignants qui sont venus témoigner. Et je voudrais ajouter à ce qui a été dit, donc le personnel n'est pas écouté, ça c'est évident, mais le personnel n'est pas non plus, on n'essaye pas non plus de comprendre. Et je pense que le côté santé au travail pourrait être un des moyens d'essayer de comprendre après coup. Donc ça n'est pas satisfaisant parce que il vaut mieux faire de la prévention, mais quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé et non pas être dans le déni. Voilà, l'administration aujourd'hui, la fonction publique hospitalière est dans le déni du mal qui est fait aux soignants. Donc ça, c'est un autre versant de la problématique qui nous est posée aujourd'hui. Non seulement les hôpitaux vont mal, mais les soignants vont mal et on ne reconnaît pas leur souffrance. Quand ils veulent faire valoir que c'est à cause du travail, on leur dénie cette reconnaissance. Et ça, je pense que c'est à la fois dommageable humainement pour la personne qui ne pourra pas se réparer, mais c'est également dommageable pour l'hôpital qui perd une occasion de comprendre ce qui pourrait être amélioré à cette occasion. Et pour vous, députés, je pense que c'est une très bonne entrée également, me semble-t-il. Et alors, du coup, avec l'association, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de...
Alors, notre association, elle est née exclusivement pour ça. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que deux organisations, deux associations qui font ça. C'est la FNAT, que tout le monde connaît, donc la Fédération nationale des accidentés du travail, et donc notre association qui s'est créée uniquement pour traiter la question de la souffrance professionnelle, contrairement à la FNAT qui s'occupe de tous les risques professionnels, hein. Donc vous pouvez aller vous faire aider à la FNAT pour faire valoir que vous êtes bien abîmé à cause du travail. Ils vont vous aider dans les procédures que vous avez à faire. Eh bien, nous, on le fait, mais sur la souffrance mentale au travail, ce qui est extrêmement compliqué parce que je vous laisse imaginer que s'il y a déjà de l'invisibilité sur la santé au travail dans les autres domaines de risque, dans le domaine de la santé mentale, c'est encore plus invisible et c'est rendu volontairement invisible, je tiens à le dire. Il n'y a pas de données sur le sujet. Les ARS, les autorités de santé, etc. ne donnent aucun moyen aux acteurs concernés d'essayer d'avancer sur ces sujets-là. C'est très grave, j'ai envie de dire. Voilà. Donc il y a une sous-estimation énorme. Beaucoup de gens sont en arrêt de travail, c'est la Sécu qui paye, alors que la Sécu ne devrait pas payer. Donc, dans les fonctions publiques, on n'est pas concerné par ça, puisque la sécurité sociale, elle gère surtout le privé. Et il y a également la MSA. On a deux organismes pour les gens qui travaillent dans le privé, c'est la MSA et la sécurité sociale. Il faut savoir que pour la MSA et la sécurité sociale, il y a une caisse spécifique, la caisse accident de travail, maladie professionnelle, qui est censée payer les problèmes de santé au travail. Mais si vous ne déclarez pas, et si votre employeur refuse d'admettre que c'est à cause du boulot, eh bien, c'est la collectivité qui paye. Donc, je tiens à le dire, parce que c'est quand même très embêtant, parce qu'il y a une masse incroyable d'arrêts de travail, de prise en charge, de soins, et je ne parle pas donc des suicides, parce que là, on est encore dans un autre registre. Voilà. Ok, ben si des gens du coup veulent récupérer tes coordonnées, ils peuvent les récupérer auprès de toi pour savoir s'ils ont des questions par rapport à l'association, etc. Et je te pose quand même la question à toi, du coup, si tu étais député, tu ferais quoi? Par rapport à l'hôpital ou par rapport à la santé au travail? On va dire la santé au travail, c'est le joker. Par rapport à la santé au travail, je pense que d'abord, il faut que les autorités de santé donnent de la visibilité sur ce qui existe, c'est-à-dire quels sont les gens qui ont été reconnus, pourquoi, dans quelle proportion. Par exemple, dans les cancers professionnels, on sait très bien qu'il y a une sous-estimation des cancers professionnels et très peu de victimes de ces risques-là sont reconnues malades ou décédés à cause de ces pathologies. Donc déjà, il faudrait que les autorités mettent vraiment de la visibilité sur ces phénomènes pour que les acteurs sociaux puissent en parler. Ensuite, c'est entreprise par entreprise. Si je discute avec les syndicats de l'hôpital, je suis certaine qu'ils ne savent pas combien de gens sont en arrêt de travail, pour quelles raisons, pourquoi l'employeur ne reconnaît pas que c'est à cause du boulot, etc. Ouais. Ça, c'est des données. Bah, tant mieux si vous le faites. Vous êtes des exceptions dans tous les domaines, mais c'est très rare que dans les syndicats, on arrive à avoir ces données-là. Donc ça, il faudrait également donner plus de moyens dans les syndicats. Et par ailleurs, vous avez tout à l'heure parlé de Capgemini. Donc, vous avez dit, ça coûte 200 000 euros. Je ne sais pas pour quelle mission, mais ça, alors là, les experts véreux, alors là, en veux-tu, en voilà. En revanche, quand les représentants du personnel veulent faire des expertises avec le CHSCT sur les risques professionnels, eh bien là, les employeurs freinent des quatre sabots. Donc ça aussi, ça devrait être légiféré. On ne devrait pas interdire à un CHSCT qui le décide de pouvoir faire des expertises qui, elles, sont des expertises honnêtes et qui permettent aux représentants du personnel et au personnel d'abord d'être écoutés, parce que ce sont des experts qui écoutent, et ça déjà, ça fait du bien, et ensuite d'élaborer des solutions, parce que vous avez bien vu tout à l'heure, dans tout ce qui a été dit, il y a des choses qui relèvent du gouvernement, mais il y a des choses qui relèvent du local. Il faut pouvoir décider. Là, on voit bien, on dépouille Paul pour habiller Jean, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc, il y a des choses sur lesquelles, quand on demande l'avis
des représentants du personnel, eh bien, on peut avancer à condition que ces représentants du personnel eux-mêmes s'appuient sur le personnel. Hein. Attention, hein. On est bien d'accord. Voilà. Ok, bon ben, merci beaucoup. Et du coup, j'accueille les 2 derniers invités parce qu'il est déjà 15h30. Je sais pas si c'est moi qui suis bavard. Je vais les accompagner. Ok, Isabelle ça et marche. Anne-Marie. Il y a 3 places, il n'y a pas d'excuses. C'est ça. Je voulais juste revenir sur 2 petites choses que j'ai entendues. Les heures supplémentaires qui sont surmajorées aujourd'hui, du coup, ont un coût. Et ce surcoût, c'est autant d'économies à faire sur l'établissement l'année prochaine. C'est-à-dire que ce surcoût n'a pas d'aide au point de vue national pour pallier. C'est-à-dire que, admettons, je crois, grosso modo, ça coûtait 500 000 € à l'établissement l'année dernière, le surcoût des heures supplémentaires. N'est pas pallié par le financement de l'État pour rembourser. Donc ce sera autant d'économies à faire pour demain. Et sinon aussi au mois de mars, avant qu'on entende parler des réductions d'effectifs, on a fait une enquête auprès des collègues. On s'est fait aider d'un copain démographe où on a pu recenser que 51% des collègues se trouvaient insatisfaits de leur travail à la fin qu'ils avaient fait à la fin de leur journée. Et du coup, on retrouve ce même chiffre derrière, où est-ce que une personne sur 2 envisage de quitter l'établissement. Donc, ce sera peut-être quelque chose que tu pourras peut-être mettre en lien. Tu l'as en PDF, et c'est quelque chose qui met un peu en lumière les dysfonctionnements à l'hôpital. Et en fait, on a fait ça pour parler le même langage que notre direction, à savoir des chiffres et des graphiques. Sinon, du coup, je vais présenter du coup les collègues. Anne-Marie qui bosse à la maison d'accueil spécialisée et Isabelle qui bosse à l'USLD. Donc bonjour vous 2. Oui, bonjour. C'est bon, alors, là, on m'entend? Faut couler le micro. Ah, faut couler le micro, pardon. Alors vous travaillez à la Alors moi, je MAS, travaille à c'est la ça maison d'accueil spécialisée. Ok. Et écoutez, je vais vous présenter ma journée d'aujourd'hui, en fait, qui a été formidable. Ce matin, nous sommes arrivés. Alors normalement, on a 24 résidents le matin. Pour 24, normalement, nous sommes 6. Bon, là, il y a des collègues en vacances, donc il y a des remplaçants en vacances. Ce matin, nous avons commencé notre journée, nous étions déjà que 5. En arrivant, on a appris qu'on n'avait plus d'eau chaude parce qu'il y a eu un problème de chaudière, donc pas d'eau chaude, donc on a lavé les résidents à l'eau froide. Ensuite, nous avons appris que le Covid était revenu sur notre établissement, enfin sur notre service, donc branle-bas de combat. Voilà, donc nous sommes en sous-effectif, donc 5 au lieu de 6, avec des remplaçants vacances. Sur 5 personnes, nous étions que 2 titulaires. Donc en fait, les 3 personnes qui étaient là, c'était des ASH, des jeunes femmes qui viennent travailler pour l'été. Sur les 3, il y en a une qui est en contrat, qui est là pour maintenant, elle va partir au mois de janvier, puisque nous avons appris dernièrement que notre collègue de travail, qu'il y avait 3 personnes qui allaient être supprimées à la masse. Voilà, donc 3 personnes qui partent, donc des gens qui étaient sous contrat, des contrats des CDD, donc on leur fait des contrats au mois par mois pour certains. Pour d'autres, ils ont la chance d'avoir des contrats de 3 mois, ça on sait pas trop pourquoi. C'est un peu la tête du client quand même. Et puis on a des collègues qui, enfin en tout cas j'ai une collègue qui est là depuis 7 ans et elle ne connaît pas son devenir, c'est-à-dire que elle sait pas si c'est elle qui va sauter, si c'est les autres, enfin c'est pas. C'est voilà, c'est au petit bonheur la chance. Elle est en fin de parcours. Donc imaginez bien qu'à 60 ans passés, ça va peut-être pas être aussi simple de retrouver du travail. Donc voilà, nos conditions de tous les jours. Moi je suis revenue travailler. Alors mes congés d'été par exemple, j'ai eu le choix sans avoir le choix. C'est-à-dire que bon après, pour un esprit d'équipe, on décide quand même de laisser en priorité les collègues qui ont des enfants et d'avoir juillet et d'avoir août. Donc moi je suis partie fin juin, début juillet. Quand je suis revenue, il manquait déjà du monde. Il a fallu, enfin on m'a proposé je me suis proposé de revenir parce que de toute façon c'était c'était comme ça, c'était pas autrement. Sinon les gens ils tournent en sous-effectif. Donc là, on vous dit que vous pouvez revenir, vous êtes payé en heures supplémentaires. Et puis il y a eu des fois où on vous demande de revenir et là vous dites écoutez, moi je veux bien revenir mais en heures supplémentaires. Et là on vous dit non, c'est terminé les heures supplémentaires. On ne paye plus les heures supplémentaires. Alors moi j'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils trouvent les sous. Un coup ils en ont, un coup ils en ont plus. Donc voilà, et puis on balade les gens.
En plus, ils ont des exigences, voilà. Donc, vous travaillez avec des gens qui sont pas forcément formés, hein, ce qui était le cas ce matin. Hein, voilà. Donc, voilà notre quotidien, ou presque. Et ça fait combien de temps que vous travaillez à la masse? Je travaille à la masse depuis 2008. Ok. Donc moi, j'approche de la fin, donc mon devenir, bon, je le connais. Mais moi, honnêtement, je plains mes collègues de travail, là, les filles qui ont 20 ans de moins que moi, parce que à partir du mois de janvier, il nous a été dit que de toute façon, elles vont tourner à 5 au lieu de 6 tous les matins. Donc ça veut dire qu'il y aura, en fait, il y a 3 unités par module. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 unités où il y aura 2 personnes et il y aura une unité où il y aura une seule personne. En sachant que ce sont des adultes polyhandicapés, qui sont lourdement handicapés, qui ont des troubles du comportement pour certains. Donc voilà. Ok. Et alors vous, du coup? Alors moi, je suis au long séjour à l'USLD et c'est un peu le même cas de figure, quoi. On court sans arrêt. On est 6 le matin normalement, on nous appelle, on reçoit un coup de téléphone en nous disant ah bah vous êtes combien ce matin? Bah 6. Ah bah oui mais il manque du monde, donc on va au 2e ou au 1er parce qu'on est sur 3 étages et on a un service Alzheimer aussi, une unité Alzheimer. Donc on va dépanner et on vit au jour le jour, on fait plus de plans sur la comète comme on faisait dans le temps de dire tiens on va faire ceci, on va faire cela. Non, c'est plus possible. Moi, j'ai dit à ma cadre hier, honnêtement, on vit au jour le jour. Ça veut dire que le matin, t'arrives, voilà, tu fais. Donc très dur d'avoir une vie. Une privée, vision. Oui, ou même une vie privée sur les horaires, etc. Ou alors non, c'est plutôt. Moi, la vie privée, voilà, je veux dire, il y a des filles, comme tu disais, qui ont des enfants. Je sais pas comment qu'elles font quand elles arrivent, parce que quand on débauche, franchement. Honnêtement, on est claqué de notre journée, quoi, de nos 8 heures. Hein. Et comme tu disais, on a des petites jeunes, et on peut plus les. Là, au mois de septembre, on va tourner à 5 pour 35 patients. Donc, je sais pas comment qu'on va les encadrer, parce que quand elles arrivent, il y a certaines petites jeunes qui ont 18, 19 ans, qui ne connaissent rien de A à Z. Et attention. Dans nos services, dans tous les services, ce n'est pas que des toilettes que nous faisons, c'est tout. On prend tout. On fait les commandes des repas. Moi, je fais les commandes de repas. On fait les commandes de produits d'entretien. Bien entendu, quand ces commandes-là, elles arrivent, c'est nous qui les rangeons. On ne fait pas que des toilettes. On n'est pas auprès du patient toutes les 8 heures. C'est pas vrai. On a plein de choses à faire. On est polyvalent, comme disait notre collègue tout à l'heure. On a plein de choses à faire. Et chez les jeunes, il y a un grand turnover. Un grand, on a eu. Moi, je suis une des plus anciennes. Il faut voir les personnes, excusez-moi du terme, mais qui me sont passées entre les mains parce que, elles ne restent pas. Donc, on encadre. Et elles vont où? Elles partent de l'hôpital. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va avoir, nous, au 0, donc à un autre étage, au moins 7 filles qui vont pas être là parce qu'il y a des arrêts maternité et il y a des arrêts de travail. Donc, voilà, les gens sont pas remplacés. Donc là, franchement, je sais pas comment, au mois de septembre, ça va se passer. Hein. Okay. Au mois de septembre et dans les mois à venir. Et c'est ça le truc, c'est qu'on croit que c'est que la toilette. Non, c'est tout ce qu'il y a autour, hein, l'habillage, lever le patient avec les machines, parce qu'on a des machines, heureusement. Faut savoir se servir aussi des machines. Hein, vous rentrez pas dans la chambre et puis dire non. Et il faut et c'est pareil, hein, ces gens-là, comme disaient mes collègues, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Alors, être réveillé à 7 heures pour avoir un coup de gant de toilette sur le nez, parce que le week-end à 4 pour 35, vous faites vite le calcul, c'est un coup de gant de toilette sur le nez, sur les mains et sur les fesses, et on
on te referme le change et bonjour, au revoir. Voilà, hein, c'est tout. Hein. On peut pas faire autrement. Ok. C'est malheureux à dire, ça nous chagrine, hein, mais c'est ça. C'est la vérité voilà. À vous. Moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que le malaise, il n'est pas d'aujourd'hui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Le malaise n'est pas d'aujourd'hui. Quand je suis arrivée à l'hôpital de Chinon, je suis sortie de l'école d'aide-soignante en 2004 et j'ai travaillé donc à l'USLD. Et le problème, il était déjà existant. C'est-à-dire que le matin, enfin moi je me suis trouvée, en plus je sortais de l'école, on est formaté, dans ma tête les choses elles étaient claires, elles étaient nettes, fallait faire, enfin j'étais vraiment relativement rigoureuse dans tout ce que j'essayais de faire et je me prenais la tête constamment avec les gens parce que pour moi c'était pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Et très vite, je me suis aperçue du truc. Quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse traiter les gens comme ça, qu'il faille faire aussi vite. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et donc, je vous dis, le malaise, il date déjà de très très longtemps. Et à l'USLD, le souci, c'est que on embauche. Alors, ça n'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein, mais des gens qui ne sont pas formés, c'est-à-dire des ASH. Le matin, nous étions 5 et moi, j'étais la seule aide-soignante sur les 5 personnes. Alors, quand on était 6, c'était la fête, si j'ose dire. Mais voilà, donc honnêtement, moi, si j'étais pas partie à la masse, où on a quand même, nous, on est dans le médico-social, donc on a quand même, on va dire qu'on a un confort, puisque vous voyez bien, à l'USLD, le matin, vous êtes 5 pour 35 résidents. Donc, ça fait 7 personnes à s'occuper, en sachant qu'une personne âgée, quand même, entre les troubles cognitifs, c'est beaucoup de temps, enfin, voilà. Et bon, nous, à la masse aussi, ils ont de gros troubles cognitifs, hein, c'est certain. Mais bon, on a quand même un petit peu plus de temps pour pouvoir s'en occuper. Mais quand même, là, vous voyez, ils vont diminuer nos effectifs. Et bon, moi, je trouve ça, enfin, moi, je vais partir, donc... mais franchement, je trouve ça inadmissible, quoi. Je comprends pas le fonctionnement le raisonnement de notre gouvernement. Je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et le souci, je vous dis, c'est qu'ils ont, enfin, à l'hôpital, en fait, ça leur coûte moins cher de payer des ASH, forcément, qui vont faire soi-disant le même travail. Mais après, au point de vue sécurité, on n'est pas dans la sécurité, quoi. Puisque les ASH n'ont pas de formation. Et alors vous, si vous étiez au gouvernement, vous feriez quoi? Je referais le monde. Là, on parle que de la santé. Donc, que de la santé, bah écoutez, champ, déjà, j'arrêterai de supprimer du personnel, hein. Voilà, je viendrai voir ce qui se passe sur le terrain. Peut-être qu'éventuellement, même, je me mettrai dans un lit, hein, pour voir comment ça se passe et comment ça se passe quand on a 5 minutes ou 10 minutes, je pense, chez vous, hein, pour faire une toilette le matin. Et peut-être que là, ils réviseraient ils verraient les choses autrement. Alors, pour l'anecdote, il n'y a pas de membre du gouvernement qui l'a fait, mais il y avait un député communiste dans le Nord qui, pour voir comment ça se passait aux urgences avant le Covid, avait fait le faux patient, mais bon, plus pour dénoncer le fait que c'était de plus en plus compliqué aux urgences, et non pas les faux patients que les directions des fois peuvent mettre en place pour juger la qualité voilà, enfin, des services. Et alors, vous, qu'est-ce que vous feriez? Bah, pareil, arrêtez de nous donner de l'argent. La carotte, c'est bon. Non, mais voilà. C'est la première fois que j'entends arrêter de nous donner de l'argent. Bah non, mais bon, on a été augmenté. Voilà, c'est pas. Oui, d'accord, mais du personnel, voilà, pour s'occuper de nos papis et de nos mamies bien aimées, parce que nous, on les aime, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais et encore, nous, on essaye de mettre des choses en place. Les toilettes à 7 heures, bon, je vous fais un peu peur, mais on est quand même humain, donc on passe dans la chambre. S'il n'est pas réveillé, on va dans une autre chambre. Mais voilà, on essaye de mettre des choses en place, nous, à notre niveau. Okay. Voilà. Moi, je pense que c'est au niveau de la formation. Hein. Le problème, il est là, c'est que... en tout cas, Chinon, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était la répartition des tâches. Elle n'était pas du tout... pour moi, c'était super déconnant. Et oui, effectivement, il faut former des gens. La formation d'aide-soignante, pour moi, elle a été mise au rabais. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme on a manqué d'aides-soignants à un moment donné, avant, déjà l'école, c'est pas très long, c'est 12 mois. Moi, je trouve ça relativement court. Je pense que ça mériterait
un petit peu plus pour approfondir les connaissances. Et ensuite, ils ont diminué la formation. Elle est passée à 10 mois. Alors, 10 mois, pourquoi? Parce que justement, les filles, elles commençaient en septembre, elles finissaient en juin. Et puis, du coup, juillet et août, eh ben, elles pouvaient aller travailler sur le terrain. Et ça arrangeait bien tout le monde. Mais je pense que ça passe par la formation. Et voilà, il faudrait vraiment que le gouvernement mettre les moyens pour pouvoir former des gens et puis attirer ces professions-là, quoi, parce que. Ok, ouais, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu pas mal d'entretiens. On a 2 heures d'entretien à peu près. Peut-être Alexandre, si tu veux dire un mot de la fin avant que je raccroche l'écharpe et qu'on discute de manière plus informelle dehors et hors caméra. Un mot de la fin, il n'y aura pas de fin tant qu'on n'aura pas les moyens. Donc ce sera pas mon dernier mot. Il est très très fort. Okay. Non mais je reviens sur l'enquête qu'on avait fait. C'est vrai que je reviens où est-ce que depuis 2019, l'hôpital de Chinon fait des économies. Donc sur l'enquête que nous avons fait, estimez-vous que votre cas dans l'enceinte, connaissez-vous que les alors attends, paf. Pensez-vous hein. Ouais, non, c'est que du coup je saute des questions. C'était la question si voilà, trouvez-vous que depuis la crise Covid, vous avez eu plus de reconnaissance ou de moyens au point de vue national, hein. Pour 95% des agents, c'est non. Donc du coup, on n'a pas eu le sentiment d'avoir été entendu par les gouvernements depuis la crise Covid, que ça soit au point de vue local à la hauteur de 86%. Donc en fait, l'État avec le gouvernement actuel, en tout cas, n'a pas entendu et répondu à nos doléances. Donc il est temps que ça change et que à l'Assemblée nationale, ça se secoue et ça fait plaisir d'avoir un député qui s'inquiète de nous. Et... Je sais pas si ça va secouer tout le monde. Hein. Bah, on secoue ce qu'on peut. Bon, ben merci beaucoup. Bon, ben merci tout le monde. De toute façon, on va pouvoir discuter tous de manière plus informelle et tout. Et